Oui, voilà, je disais que l'intervention d'aujourd'hui, elle est portée sur une période chronologique qui s'étend de 1878 à 1938, c'est-à-dire de l'établissement du musée d'ethnographie du Trocadéro à l'ouverture du musée de l'Homme, qui le remplace au même endroit. Et nous allons aborder cette histoire qui, avec des personnages aussi centraux, comme Ernest Théodore Ami, que vous avez, on va le faire apparaître ici, voilà, René Verneau, Paul Rivet. Et bien évidemment, nous, la relation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une relation institutionnelle, on va dire, entre le Trocadéro et le Jardin des Plantes. Donc vous allez sans doute m'entendre dire parfois Jardin des Plantes pour vouloir dire Muséum d'histoire naturelle. Donc en fait, c'est cette relation qui est parfois officielle et parfois officieuse entre le Jardin des Plantes et le Trocadéro que nous allons voir donc aujourd'hui. Donc la première période est entre 1878 et 1906. Et effectivement, la figure majeure de cette période, c'est Ernest Théodore Ami. Et vous voyez que le lien qui est dessiné entre le Trocadéro et le Jardin des Plantes est en pointillé, puisque officiellement, le musée d'ethnographie ne fait pas partie du Muséum d'histoire naturelle, il est indépendant et directement dépendant du ministère de l'Instruction publique. Donc on retourne au moment de 1878, c'est-à-dire au moment de l'exposition universelle, puisque le palais du Trocadéro est construit à cette occasion. Et donc, il abrite un certain nombre d'expositions, mais il n'abrite pas ce qui va pourtant être finalement l'embryon du musée d'ethnographie. En fait, c'est un musée provisoire qui va être inauguré au Palais de l'Industrie. C'est le musée des missions scientifiques. Et ce musée est organisé justement par Ernest Théodore Ami. Donc, on reviendra un peu plus précisément sur ce personnage majeur de l'histoire. Mais disons simplement qu'il a mobilisé un certain nombre de correspondants du Muséum d'histoire naturelle pour réaliser cette exposition qui présente finalement le résultat des missions qui sont envoyées par le ministère de l'Instruction publique. Et le point de départ de ce musée, c'est justement la spécificité des collections ethnographiques. C'est en ça où la citation que vous voyez, qui est d'Oscar de Watteville, qui est le directeur des sciences et lettres au ministère de l'Instruction publique, précise bien l'ambition de ce musée et finalement préfigure aussi de l'idée d'un musée ethnographique dans Paris. C'est-à-dire que dans les musées d'anthropologie, effectivement, l'homme est étudié en lui-même, en tant que créature. Donc c'est l'aspect plutôt anatomique et biologique qui est développé. Dans le musée d'ethnographie, au contraire, c'est en tant que créateur. C'est-à-dire que là, vous avez une différence entre d'un côté la nature, qui est pour le musée d'anthropologie, et la culture, qui est au musée d'ethnographie. Donc vous voyez que les deux institutions, a priori, sont différentes. Après, on va voir qu'effectivement, ça peut se discuter. Donc toujours est-il qu'à partir de 1878, nous avons le principe d'un musée d'ethnographie qui devrait s'implanter dans Paris, et plus précisément au Palais du Trocadéro, et qui pourrait avoir comme directeur, effectivement, Ernest Théodore Ami, qui a organisé le musée provisoire pendant l'exposition universelle. En fait, le musée d'ethnographie correspond à la réponse en 1878 à une question que l'on a depuis très longtemps, c'est finalement que faire des collections ethnographiques appartenant à l'État. Alors les collections ethnographiques, elles arrivent en France depuis très longtemps, puisqu'on les voit déjà dans les cabinets de curiosité. Et au moment où se créent les musées, c'est-à-dire après la Révolution, là je vous ai mis notamment le Louvre et le Jardin du Roi qui allait devenir donc le Muséum d'histoire naturelle. Donc c'est le moment où finalement on veut créer un lien entre les générations passées, actuelles et futures. Donc c'est le moment où on crée un patrimoine, quelque chose de commun. Donc c'est à ce moment-là où effectivement on dessine ce que sera pour chaque institution qui en est la gardienne, son périmètre, si vous voulez. Et parmi ces institutions, vous avez le Muséum des Antiques, qui est créé en 1795. Et dans ce Muséum des Antiques, qui était à la Bibliothèque nationale, on envisage, encore une fois, c'est pas forcément toujours réalisé, là, ce que l'on va voir, on envisage de créer un musée autour des civilisations, finalement un musée de comparaison. Ce Muséum des Antiques a déjà en sa possession un certain nombre d'objets, de cartes, etc., finalement qui présentent toutes les civilisations, mais plutôt qui ont l'écriture. Et là, en fait, l'ambition de Barthélemy de Courset et d'Aubin-Louis aussi, de Grande Maison, c'est finalement de faire un musée qui compare ces civilisations. Donc, un peu dans l'esprit aussi des Lumières, c'est-à-dire que finalement, l'archéologie que l'on peut retrouver en France, en Grèce, etc., et qui explique finalement notre civilisation, les origines de notre civilisation, peut aussi s'expliquer à travers les objets des sauvages, en quelque sorte,
de ceux qui sont appelés les sauvages, c'est-à-dire ceux qu'on pense être restés à l'état de nature. Donc vous avez comme ça cette idée de comparaison entre finalement des gens qui seraient restés à l'état de nature, ensuite les civilisations qui auraient connu l'écriture pour aboutir jusqu'à nous. Donc c'est un peu l'idée finalement de ce Muséum des Antiques. Et en 1831, donc on avance un peu dans le temps, de manière très novatrice, vous avez Edmé François Jomard qui propose de faire un musée géoethnographique. Donc là, on a un peu avancé dans le temps. Et effectivement, sa proposition est très moderne pour l'époque, puisqu'il propose tout simplement de prendre comme exemple le Muséum d'histoire naturelle et de faire un nouveau musée qui n'existe pas encore. Mais autant le Muséum d'histoire naturelle s'intéresse aux produits de la nature, et ce musée que propose Jomard, lui, s'intéresserait aux produits de la culture des hommes. Donc c'est en ce sens-là où on a l'idée d'un musée ethnographique avec une définition de ce qu'est l'ethnographie qui est quand même très moderne, puisque là on est en 1831, à ceci près que là, les objets ethnographiques sont plutôt entendus en tant qu'appartenant à des sociétés étrangères. On verra que l'ethnographie aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. Mais parallèlement, nous avons aussi l'ethnographie qui est associée au voyage et à la colonisation à travers l'établissement d'un musée de la marine qui comporte un musée ethnographique. Donc là, on est en 1827, ça commence en 1827, et en fait, ce que vous voyez notamment à travers ces panoplies qui sont présentées et à travers ces trophées, donc là, vous avez les maquettes des embarcations, c'est finalement plus qu'un musée véritablement ethnographique, c'est plutôt un musée à la gloire des navigateurs et finalement de la France. Donc c'est plutôt un musée colonial et effectivement au niveau des aires géographiques qui sont présentées, c'est majoritairement quand même l'Océanie et un petit peu l'Asie. Donc nous n'avons pas véritablement un musée ethnographique au sens de Jomard comme il voulait lui le faire à la Bibliothèque nationale. Mais par contre, déjà se dessine entre ces deux institutions, ou plutôt entre ces deux projets d'institutions, puisque celui de Jomard n'existe pas réellement, le musée de la Marine, lui, existe, une compétition. C'est-à-dire que autant l'idée d'un musée ethnographique émerge, on va dire à la fin du XVIIIe, autant sa concrétisation pose problème, puisqu'effectivement, que ce soit au musée de la Marine ou que ce soit à la Bibliothèque nationale, on envisage à chaque fois de centraliser tous les objets au même endroit. Ce qui fait que quand vous avez deux projets, les deux finalement se neutralisent en quelque sorte. Et on a en plus une autre façon d'imaginer aussi l'ethnographie, cette fois en rapport avec l'histoire naturelle. Et finalement, c'est celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est celle qui est développée au Muséum national. Et là, en fait, vous avez le bâtiment, et si vous pouvez toujours le voir, ce bâtiment, il existe toujours, qui est un peu plus loin que l'amphi où nous sommes actuellement, qui est du côté finalement de la ménagerie, juste en face des kangourous. Et c'est justement dans ce bâtiment que se trouvait l'embryon de ce qui allait donner la chaire d'anthropologie, que nous allons voir maintenant. Donc ici, effectivement, au Muséum d'histoire naturelle, l'ethnographie, même si on va dire que l'ethnographie était déjà une science des cultures pour la majorité des gens, l'ethnographie avait quand même un sens particulier au muséum. Alors évidemment, l'ambition du muséum, ce n'est pas de faire de l'ethnographie. On va dire que la science qui était développée, c'est l'anthropologie. Alors initialement, depuis la création du Muséum d'histoire naturelle, c'est avant tout par le biais de l'anatomie qu'on s'intéresse à l'homme. Et finalement, avec Pierre Florence, que vous voyez ici, on passe à l'anatomie humaine et aussi à l'histoire naturelle, les deux combinés. Avec Étienne Serre, qui se trouve juste au-dessus, voilà, on a finalement cet embryon de collection qui part de l'anatomie, qui s'agrémente notamment avec une collection aussi de daguerréotypes, donc là aussi les supports commencent à changer. Donc effectivement, c'est toujours les ossements humains qui sont au départ, c'est toujours l'anatomie qui intéresse principalement, mais on commence à avoir aussi différents supports, des sculptures aussi qui font leur apparition. Et finalement, ce qui relevait autrefois de l'anatomie commence à prendre vraiment de l'ampleur, et l'ampleur majeure viendra avec Armand de Quatrefages, que vous voyez ici, puisqu'à partir de 1855, on va créer une chaire d'anthropologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par anthropologie au Muséum d'histoire naturelle à cette époque-là? En fait, c'est une anthropologie naturaliste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse effectivement à l'histoire naturelle de l'homme, mais qu'est-ce que l'histoire naturelle de l'homme pour quelqu'un comme Quatrefages?
Alors effectivement, ça intéresse toujours à l'anatomie. En fait, on a la même démarche que pourrait l'avoir n'importe quel naturaliste à propos de n'importe quelle espèce. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'anatomie de l'animal en question, à son comportement, et éventuellement aussi à sa communication. Ce qui fait que, transposé à l'homme, vous avez, pour cette anthropologie, un intérêt tant pour l'anatomie que finalement pour la culture et aussi pour les langues. En ce sens-là, l'anthropologie est vraiment la science de l'homme au niveau de l'histoire naturelle et du muséum. Donc en fait, c'est un projet synthétique que nous propose Armand de Quatrefages en 1855. Et par rapport au support et par rapport aux collections, évidemment, vous voyez déjà une diversité. Donc vous voyez déjà ce que pouvait être à l'époque la galerie d'anthropologie. Donc l'image se trouve ici, et effectivement dans le bâtiment que vous avez vu précédemment avec le squelette de baleine. Et vous voyez bien que finalement, nous, on a l'habitude de voir aujourd'hui des musées où tout est sélectionné pour qu'on ait un plaisir esthétique. Là, vous voyez que finalement, les fonctions de réserve et les fonctions de présentation sont cumulées. Et finalement, ce sont des vitrines très, très, très encombrées qui servent avant tout de réserve. Et le public y est admis, certes, mais sur rendez-vous plutôt qu'autre chose. Donc, à partir de là, nous n'avons pas tout à fait la même définition de ce qu'est un musée par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous avez cet aspect qui est quand même assez particulier. Au niveau des collections, donc, nous retrouvons les squelettes humains. Alors, les squelettes humains qui peuvent venir des cimetières français comme des expéditions. Vous avez des momies. Alors, des momies qui peuvent se retrouver aussi avec finalement tout ce qui est culturel, c'est-à-dire l'habillage de ces personnes. Vous avez aussi des sculptures dites ethnographiques, comme ce buste de Cordier. Donc là aussi, ce sont des documents qui sont réalisés pour présentation. Donc c'est encore une particularité aussi, c'est qu'on commence à faire effectivement pour présenter l'autre qui est très lointain, on est obligé de le rendre présent. Et ça, c'est justement un des artifices, comme finalement la photo qui fait aussi son apparition dans les collections du muséum, dans les collections anthropologiques. Mais revenons en 1878, puisqu'en 1878, nous avons encore une nouvelle exception. Donc nous avons vu déjà que finalement l'ethnographie était une science un petit peu en ballottage finalement, puisqu'elle pouvait être accaparée aussi bien par l'archéologie à la Bibliothèque nationale, aussi bien par la marine avec les expéditions que par le Muséum d'histoire naturelle. Mais en 1878, c'est aussi le colonel Leclerc qui organise une nouvelle galerie au sein du musée de l'armée pour exposer finalement des guerriers. Et lui, son approche de l'ethnographie, c'est de dire qu'on peut connaître la culture et le degré de culture des gens à partir de leur armement. Donc finalement, à chaque type d'armement correspond une civilisation. Donc c'est aussi une façon d'envisager l'ethnographie. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en 1878, finalement, peu importe comment on l'envisage, c'est avant tout l'ethnographie plutôt une science de sauvetage, c'est-à-dire de tout ce qui est en train de disparaître. Et ça, c'est le sens qui l'emporte finalement par rapport à cette définition. Alors l'ethnographie que l'on retrouve aussi, comme l'anthropologie, finalement dans les foires. C'est-à-dire que les musées sont nés quasiment en même temps, on va dire même que les foires parfois ont précédé. C'est-à-dire que tout ce qui est vulgarisation véritablement a précédé le côté scientifique de la présentation. Donc vous avez le docteur Spitzner, vous avez aussi le musée du Puy-Train, vous avez finalement tout un ensemble de divertissements qui présentent, alors plus ou moins fidèlement, puisque les médecins sont plus ou moins authentiques, des façons justement d'envisager l'homme et la diversité, et des façons aussi d'envisager tout ce qui est autour de l'hygiène et de l'hygiénisme, puisque c'est aussi à ce moment-là que ça commence à se développer. Donc vous avez aussi finalement des événements que l'on reproduit, comme la mort de Gambetta. Et là, à ce moment-là, on fait appel justement à des gens comme M. Talrich, qui est un mouleur et qui fait spécialement des statues en cire. Et là, voilà, comme la presse n'était pas non plus très répandue à l'époque, donc finalement, les gens pouvaient voir concrètement des choses dont ils avaient entendu parler. Donc là, vous voyez, c'est aussi cette idée de rendre proche le lointain, ou le lointain aussi dans le temps. Donc c'est une chose aussi qui est intéressante et qui finalement constituera un petit peu le laboratoire de la muséographie des futures expositions scientifiques. Et ce que vous avez à droite, par contre, c'est un deuxième modèle qui arrive avec le jardin zoologique et surtout le jardin d'acclimatation.
Donc en 1877, en fait, il se passe quelque chose d'assez original au jardin d'acclimatation, c'est-à-dire que finalement, les accompagnateurs des animaux ont plus de succès que les animaux eux-mêmes. Et à partir de là, on décide effectivement de présenter les populations au jardin d'acclimatation. Donc là aussi, finalement, c'est une façon d'envisager l'ethnographie de manière très spectaculaire, mais nous avons déjà tout ça qui existe. Donc vous voyez un large dispositif autour de ce que peut être l'ethnographie. Mais en 1878, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une exposition combinée par les gens qui étaient à la Société d'anthropologie. Donc la Société d'anthropologie, c'est une société savante qui regroupe avant tout des médecins et finalement la communauté anthropologique française, puisque même le Muséum d'histoire naturelle en fait partie, même les gens qui sont au Muséum d'histoire naturelle en font partie. Et finalement, eux, à la fin de l'exposition qu'ils ont pu réaliser, ce qu'ils proposent, ce n'est pas forcément de faire un musée d'ethnographie, mais eux, ce qu'ils envisagent, c'est vraiment de faire un musée anthropologique. En fait, ils s'appuient effectivement sur le beau et légitime succès obtenu par l'exposition des sciences anthropologiques, un succès qui s'est avéré effectivement dans la communauté scientifique, mais aussi chez les politiques, et surtout, comme ils le soulignent, pour le grand public. Et après, vous avez l'aspect cocardier qui intervient, puisqu'on dit qu'effectivement, des musées analogues se forment dans divers pays, que finalement, l'origine et le développement des sciences anthropologiques sont en majeure partie dus aux recherches et aux travaux des savants français. Donc là, on fait résonner l'intérêt cocardier pour un musée d'anthropologie. Et on voit surtout que finalement, si la France veut rester dans le mouvement, il veut rester en tête de ce mouvement, il faut vraiment qu'elle crée ce musée d'anthropologie. Mais ce qui intéresse finalement ces anthropologues, ce n'est pas forcément la comparaison des civilisations. En fait, eux, ils sont à un niveau qui est différent, puisque les anthropologues, finalement, s'intéressent aux origines de l'homme. Et à ce moment-là, le débat, c'est de savoir si, finalement, l'humanité est constituée d'une espèce ou de plusieurs espèces. En fait, c'est le grand débat entre monogénisme, c'est-à-dire une seule espèce, et polygénisme. Et vous avez aussi, à l'intérieur de la communauté scientifique, des gens qui peuvent avoir une position par rapport à leur théorie scientifique, qui est liée aussi parfois à la religion. Dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est athée peut avoir d'autant plus de raisons de ne pas être monogéniste, c'est-à-dire de ne pas croire qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine sortie d'un couple primaire, si vous voulez, ou primordial. Donc vous voyez qu'en fait, là aussi, on est quand même dans un moment où il y a de grands débats autour de ce que peuvent être les origines de l'homme, et finalement, ce musée anthropologique proposerait de faire un point sur ces grandes questions à un moment où, justement, quel est le poids de la religion aussi dans la société française. Toujours est-il qu'à partir du moment où l'État a envisagé de faire un musée d'ethnographie, donc on a vu que le lieu, c'était effectivement dans le palais du Trocadéro, mais ce palais du Trocadéro, en fait, il a deux musées, et je vous ai mis en orange la partie qui est consacrée au musée d'ethnographie, et vous voyez qu'au milieu, c'est une salle de spectacle que vous retrouvez ici, et les deux ailes que l'on retrouve aujourd'hui dans le palais de Chaillot. C'est le palais de Chaillot reprend cette architecture. En fait, dans ces deux ailes, vous retrouvez finalement le musée de sculpture comparée que vous trouvez ici. Et ici, dans ce pavillon, vous retrouvez aussi le musée indo-chinois de Delaporte. Mais disons que le musée d'ethnographie, retenons sur tout ça, est finalement un peu étriqué, un petit peu à l'étroit entre ces deux ailes, ce qui va aussi lui procurer certains problèmes de voisinage, notamment avec la salle de spectacle. Mais ça, on s'éloigne un peu du thème par rapport au muséum. Donc finalement, qui pour diriger le musée d'ethnographie? Effectivement, comme on l'a vu, le musée provisoire qui a déjà été présenté au moment de l'exposition universelle était organisé par ErnestAmy. Et ErnestAmy, c'est un médecin qui est vraiment dans la tradition des anthropologues français de cette époque qui sont en poste, c'est-à-dire on les nomme bien souvent les anthropologistes, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent avant tout à l'anatomie humaine et qui comparent effectivement des crânes comme on peut le voir. Mais ErnestAmy, lui, s'est très vite diversifié. Au-delà de l'anatomie, il s'est intéressé à l'archéologie très vite, en allant en Égypte notamment, et de fil en aiguille, il s'est intéressé aussi à ce que pouvait apporter l'ethnographie, c'est-à-dire l'étude des cultures finalement des différents peuples.
et il s'est aperçu que finalement, on avait de nouveaux documents qui pouvaient éclaircir aussi ceux procurés par l'anthropologie physique. Donc c'est en ce sens aussi où cette approche naturaliste et synthétique que l'on avait vue avec Quatrefages est complètement, on la retrouve totalement chez ErnestAmy. Et vous avez un deuxième personnage, donc autant ErnestAmy est le conservateur scientifique du musée d'ethnographie, et là vous avez le conservateur administrateur, et c'est Armand Landrin. Alors Armand Landrin, c'est un géologue de formation qui s'est tourné vers l'anthropologie, mais sur le tard, et qui n'appartient pas au muséum. Lui, il appartient à la Société d'anthropologie. Donc là aussi, vous avez finalement deux grandes institutions à cette époque, à partir de la deuxième partie du XIXe siècle. Vous avez effectivement la tradition du Muséum d'histoire naturelle, on l'a vu, à partir de l'anatomie, qui va vers l'anthropologie. Donc effectivement, c'est l'institution majeure. Mais on a aussi cette concurrence, entre guillemets, de la Société d'anthropologie. Et là, vous avez un équilibre pour ce musée d'ethnographie, puisque ErnestAmy est du muséum, Armand Landrin, lui, fait partie de la Société d'anthropologie. Et finalement, qu'est-ce que l'ethnographie développée par ce musée d'ethnographie ? Alors l'ethnographie, pour ErnestAmy, c'est l'ethnographie, c'est l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine. Donc c'est un peu vague et un peu fourre-tout. Mais on voit bien que là, ce qui est avant tout mis en avant, c'est effectivement l'aspect matériel. Donc la culture est en plus matérielle. Ce qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui chez les anglo-saxons, on nous parle parfois de culture matérielle. Est-ce qu'on peut vraiment séparer le matériel de l'idéal ? C'est un peu compliqué. En tout cas, tel est le parti pris. Et là, vous voyez à travers ces photos que finalement, dans ce musée d'ethnographie, vous retrouvez les mêmes objets que dans la galerie d'anthropologie, c'est-à-dire des momies. Donc finalement, l'ethnographie, c'est tout ce qui permet de parler des peuples d'une manière générale. Et ça peut être aussi bien des prises de guerre comme le Diogou, donc des momies, bien entendu, des fouilles archéologiques qui nous permettent de retrouver les céramiques, des masques Kanak que vous retrouvez ici sur des mannequins, ou alors des maquettes. Là aussi, la réduction du véritable objet permet de parler des peuples. Donc vous voyez que l'objet ethnographique, c'est un sens quand même très très large. Et finalement, ces représentations que vous voyez là, voilà, on va la retrouver. Donc ici, ce sont des mannequins que l'on va retrouver un peu plus tard. Mais on est vraiment dans tous les supports qui permettent de parler des peuples. Et on a effectivement ce musée d'ethnographie qui se compose avant tout des dépôts, puisque finalement sa première fonction à ce musée d'ethnographie, c'est de centraliser tous les objets ethnographiques appartenant à l'État au même endroit. Donc on les met tous au Trocadéro. Donc finalement, ce musée est constitué principalement de dépôts, faits par les missions précédentes et réalisés par les précédents musées. Donc les autres musées qu'on avait déjà cités auparavant, c'est-à-dire le Muséum des Antiques comme finalement le musée de la Marine, rétrocède ces collections et les envoie au Trocadéro. Et vous avez aussi des achats qui sont réalisés. Et là, ici, ce que vous voyez, c'est Eugène Boban, donc, qui est un antiquaire et à qui on achète finalement des objets, alors plus ou moins vrais, comme ce crâne maya en cristal, qui finalement s'est révélé être un faux, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites. Il a été fait au XIXe siècle, donc très contemporain. Et finalement, que retiennent les visiteurs de l'époque quand on visite ce musée d'ethnographie ? Alors vous vous souvenez que normalement on devait s'intéresser avant tout aux productions culturelles. Et finalement, quand on lit cet article de Bertillon, qui est effectivement orienté, puisque c'est un anthropologue certes, mais si on reprend dans les archives tous les différents comptes rendus dans les articles, c'est avant tout ce qui ressort, ce sont les mannequins qui ont été réalisés pour le musée d'ethnographie. Puisque là, ici, ce sont des mannequins en plâtre qui ont été réalisés spécifiquement pour l'exposition, de la même manière que ce qu'on voyait finalement au musée de l'Armée. Hein. Ça a été exactement le même procédé qu'on a employé. Donc vous voyez, on crée un musée pour présenter les cultures des peuples, et finalement ce qui intéresse le plus les gens, ce sont les mannequins qui présentent les races liées à ces productions. Alors finalement, que présente-t-on au musée d'ethnographie ? Je dirais que le visiteur, en quelque sorte, participe de la mise en exposition, puisque finalement, la personne qui arrive avec son chapeau de forme et son costume est d'autant plus en altérité avec les mannequins qui sont présentés. En ce sens, vous avez effectivement le musée d'ethnographie qui est souvent présenté comme un musée de l'exotisme. C'est l'image qu'on renvoie la plus souvent. Donc, ce qui correspond finalement à cette salle
d'Océanie qu'on présente ici. En fait, les choses sont un peu plus compliquées. Est-ce que c'est vraiment une distance géographique qu'on présente au musée d'ethnographie? Non. L'organisation est bien géographique, à savoir qu'il y a une salle consacrée à l'Amérique, une salle à l'Asie, une salle pour l'Afrique, une salle également pour la France. Donc à partir de 1884, on présente les cultures provinciales métropolitaines. Et donc ce que l'on présente finalement, c'est ce qui est en train de disparaître. Soit du fait de la colonisation, donc c'est ce que l'on voit ici avec les objets du Vanuatu notamment, mais aussi du fait de la mise en place de l'État-nation en France. Donc la distance entre les gens que vous voyez qui viennent visiter finalement ce musée et ceux dont on parle, ce n'est pas forcément une distance géographique, c'est plutôt une distance dans le temps. C'est-à-dire que effectivement, c'est tout ce que la modernité ou une certaine modernité fait disparaître que l'on met au musée. Donc là, on retrouve le sens du mot ethnographie qui avait déjà été vu auparavant, à savoir finalement une science de sauvetage, une science de l'archivage de tout ce qui est en train de disparaître au niveau des productions culturelles. Donc la deuxième période, effectivement, qui concerne, qui est un peu plus en rapport avec le domaine des sciences et où on voit apparaître de nouveaux personnages. Et vous remarquez que le lien entre le musée d'ethnographie et le jardin des plantes est toujours en pointillé. Donc nous allons voir un petit peu qui sont ces personnages. Donc tout d'abord, là c'est un article qu'on reprend, c'est que en 1890, enfin dans les années 1890, le musée d'ethnographie a encore bonne cote finalement. Et quand on le compare notamment au muséum, vous voyez que c'est plutôt à son avantage. Autant les collections et les galeries du muséum passent pour de véritables taudis, autant le musée d'ethnographie, lui, est digne de la grande ville et donc aussi de l'aspect colonial, puisque vous avez une concurrence entre les différentes capitales européennes pour présenter le meilleur musée d'ethnographie, qui sous-entend que finalement on est là plus ou moins la première puissance coloniale. Pourtant, les choses ne vont pas aussi bien au musée d'ethnographie. En fait, ErnestAmy essaye de faire évoluer ce musée de toutes les manières. Il emploie même ça fait partie maintenant de la légende, mais c'est vrai qu'il récupère les caisses d'approvisionnement pour les transformer en vitrines tellement il y a peu de moyens. Donc vous voyez, avec Armand Landrin, il doit y avoir encore Jules Hébert, il doit y avoir quatre gardiens. Donc vous avez très peu de personnes finalement pour faire tourner ce musée, pour le faire fonctionner à plein, pour faire le catalogage, pour faire l'inventaire. Et en même temps, ErnestAmy, lui, ce qu'il voudrait faire, c'est faire progresser ce musée à la manière, et l'organiser à la manière du muséum. C'est-à-dire que ce musée, il a été finalement créé pour être un conservatoire, pour rassembler toutes les collections au même endroit, toutes les collections ethnographiques. Et lui, ce qu'il voudrait créer, c'est avant tout une communauté de scientifiques pour réfléchir, pour obtenir des informations sur ces objets. Et c'est ce qu'il essaye de faire à partir de la revue d'ethnographie qu'il crée en 1882, qu'il arrive à faire vivre jusqu'en 1889, mais qui ensuite disparaît. Et finalement, ErnestAmy se débat un petit peu pour obtenir des budgets, pour obtenir finalement du personnel, pour essayer de faire devenir ce musée un centre qui réfléchit sur les collections, créer une communauté autour des objets, autour des collections, créer des rapports avec les autres musées. Mais finalement, ces tentatives ne fonctionnent pas. Et à partir de 1892, Armand de Quatrefages, qui était le titulaire de la chaire d'anthropologie, disparaît. Et lui, en tant qu'assistant, il prend sa place et finalement, il se focalise avant tout sur l'anthropologie, notamment en raison du fait qu'on refait les galeries d'anthropologie, on les déplace dans un nouveau bâtiment. Et à ce moment-là, donc, on doit repenser la galerie d'anthropologie. Finalement, ErnestAmy va délaisser le Trocadéro et se consacrer à la chaire d'anthropologie au muséum. Alors Armand Landrin, c'est un peu la même histoire. Armand Landrin, lui, avant même l'ouverture, finalement, il propose de créer une mission, enfin, quelque chose qui ressemblerait à une école pour former de jeunes missionnaires qui partiraient justement dans les colonies et qui pourraient aussi ramener des informations ou des collections. Mais là, ce projet n'est pas financé. Et en tant que responsable de la section française, il envisage aussi de développer ces collections et finalement de carrément créer un nouveau musée, un musée de la France en quelque sorte. Là aussi, il envisage au moment où se crée une autre exposition universelle en 1889. Donc vous voyez ce rapprochement de civilisations qui comportaient aussi bien la France que toutes les autres populations au monde,
commence à s'effriter à partir de 1889. Donc on a à peine réalisé que déjà on commence à vouloir séparer la comparaison des peuples. Et en fait, les problèmes au Trocadéro vont en s'accélérant, puisque effectivement, à partir de novembre 1906, apparaît dans la presse le fait que le musée d'ethnographie est obligé de fermer faute de gardien. Et c'est là où on s'intéresse un peu plus à la misère finalement de ce musée, et où on s'interroge finalement sur le désir et sur les ambitions de l'État, puisqu'effectivement il crée de nouveaux musées, mais il ne leur donne pas les moyens de vivre. Et là, c'est ce que dit justement Landrin. Il dit que voilà, il n'a plus de gardien pour garder les salles, plus de charbon finalement pour le chauffer, donc en plus les galeries sont froides. Et finalement, il écrit à l'administration, il envoie des rapports, mais il ne se passe rien. Donc, du coup, j'avise le ministre que je ferme. Et c'est finalement la seule manière pour que les gens s'intéressent à ce musée un peu esselé, qui est en connexion directe, certes, avec la tutelle du ministère de l'Instruction publique, mais qui est surtout dépendant de ce ministère et de son bon vouloir. Cela arrive au moment où, justement, donc là, c'est vraiment pour l'anecdote, mais c'est aussi le moment où finalement Picasso réinvente l'art occidental. Et c'est justement dans ce musée qu'il nous dépeint comme dégoûtant, un vrai marché aux puces, avec une odeur visiblement. Donc voilà, Picasso voulait s'en aller, mais en même temps, devant ces objets, donc c'est plus que le cadre, ce sont les objets qui le fait réfléchir. Et devant ce musée affreux, avec des masques, des poupées peau rouge, des mannequins poussiéreux, finalement il invente les Demoiselles d'Avignon. Donc là, c'est vraiment pour l'anecdote, mais vous voyez, ce musée affreux, finalement, là aussi, c'est une façon autre pour l'aborder. Alors, revenons justement sur Ami, puisque à partir de novembre, donc, paraissent dans la presse des articles qui dépeignent finalement la misère de ce musée d'ethnographie, et sur ces entrefaits, Ami démissionne et se consacre à l'anthropologie. Maintenant, justement, pour le remplacer, ce qui paraît le plus évident, c'est qu'on prenne son associé à la chaire d'anthropologie, son assistant, qui est René Verneau. Là, donc, on part du principe qu'effectivement, c'est la légitimité du muséum qui privilégierait la candidature de René Verneau. Donc René Verneau, il est comme son maître, c'est un médecin anthropologue, qui est avant tout porté sur l'étude anatomique, et qui s'intéresse à l'ethnographie, puisque effectivement ça apporte certains éléments complémentaires sur des grandes questions liées aux origines. Nous avons aussi Arthur Chervin. Alors Arthur Chervin, lui aussi, c'est un anthropologue de la Société d'anthropologie de Paris, mais c'est un anthropologue qui est un peu en marge. Il est plutôt démographe, plutôt considéré comme démographe. Il a aussi fondé la Société préhistorique de France. Et par rapport au muséum, et par rapport à René Verneau notamment, il a des relations assez exécrables. Donc ils sont un peu ennemis tous les deux. Donc là aussi, on a des rivalités qui se dessinent entre ces gens. Alors vous avez un troisième candidat, c'est Joseph de Nicker. Et Joseph de Nicker, lui, il est bibliothécaire au muséum. Et c'est une figure un peu différente, un peu en marge de l'anthropologie française. Autant tous les anthropologues en place, notamment au muséum, sont tous des médecins anthropologues, alors que de Nicker, lui, il est russe déjà, et il a fait des études d'ingénieur. Et il fait une carrière dans l'anthropologie française, mais un petit peu en marge de la chaire d'anthropologie. Donc on va dire que c'est presque un deuxième couteau au sein du muséum, et justement, des gens comme Verneau le décrivent comme intéressant en tant que polyglotte, mais plutôt comme quelqu'un que l'on peut prendre comme associé, mais pas véritablement une tête pensante de l'anthropologie. Et vous avez un autre personnage, Marcel Mauss, qui lui a la chaire d'histoire des religions des peuples non civilisés depuis 1901 à l'École pratique des hautes études, qui propose une autre version de ce que peut être l'ethnographie. Donc pour lui, l'ethnographie, c'est la description des croyances techniques, mœurs des peuples dits sauvages. Et en fait, Marcel Mauss, il tente de faire une ethnographie qui se distingue tant de l'anthropologie, de l'histoire naturelle finalement, que de la sociologie, puisque Marcel Mauss est le neveu de Durkheim, d'Émile Durkheim. Donc, lui, ce qu'il essaye de proposer, c'est que l'ethnographie devienne une science des cultures, mais pour elle-même. C'est-à-dire, plutôt que, par rapport à la sociologie, d'essayer d'envisager ces peuples comme des premières manières pour la religion, pour les techniques, etc. Donc, vous voyez, avec une vision évolutive, finalement, de prendre notre société comme aboutissement et de prendre
les sociétés à travers le monde comme les sociétés finalement qui correspondraient aux formes élémentaires de sociétés que nous avons nous. Donc là, il essaye de proposer effectivement qu'on aille sur le terrain et qu'on envisage ces sociétés pour elles-mêmes, sans but autre. Alors vous avez un personnage qui n'est pas officiellement candidat pour la succession d'Amy, mais qui a déjà essayé d'aller au musée d'ethnographie et d'avoir un poste, d'obtenir un poste. Donc c'est Arnold van Gennep, qui fait une chronique au Mercure de France et qui, avec Mauss, finalement, est d'un des premiers représentants de cette école de pensée qui va essayer de définir ce qu'est l'ethnographie comme une science de culture et comme une science en soi indépendante. Et là, vous avez justement des courriers qui montrent que finalement Van Gennep a essayé, donc c'était au début du XXe siècle, justement par des relations politiques, d'obtenir un poste au Trocadéro. Donc ça, il l'avait fait avec Dubief. Donc là, c'était au niveau des députés socialistes. Et là, dans un deuxième courrier adressé à Marcel Mauss, là, il présente qu'effectivement, il connaît les candidats, il voit que c'est Mauss, qu'il y a Vergnaud, qu'il y a Chervin, qu'il y a Doniker, donc ceux qu'on vient de voir, qui travaillent effectivement pour l'obtention de ce poste. Donc lui se met en retrait. Mais par contre, il est prêt à aider finalement Marcel Mauss, la candidature de Marcel Mauss. Mais par contre, ce sur quoi il insiste bien, c'est que Doniker, donc le bibliothécaire du muséum, paraît tout indiqué, mais par contre, Vergnaud et Chervin, il le crie, il le dit, il l'écrit, ce serait à nouveau le marasme. Donc vous comprenez aussi que là, il y a un enjeu autour finalement de la succession d'Amy. C'est vraiment savoir si ce musée allait continuer à être géré par des anthropologues ou géré par ce nouveau mouvement qui s'inscrit, qui commence à prendre de l'ampleur autour de l'ethnographie avec une approche culturelle avec Mauss et Van Gennep. Et finalement, en 1907, on a Marcel Mauss qui essaye de proposer un article qui pourrait être pris par la Revue de Paris et qui s'appelle « L'ethnographie en France, une science négligée, un musée à former ». Donc là, on a quasiment un programme assez novateur, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'intérêt du gouvernement en place, sur l'intérêt colonial finalement que pourrait procurer l'ethnographie. À savoir qu'effectivement les grandes puissances, et notamment l'Angleterre, a déjà son bureau d'ethnologie qui travaille finalement pour le gouvernement, qui renseigne sur les populations et qui permet de mieux coloniser. Et c'est ce qu'il essaye de mettre en place finalement pour le musée d'ethnographie. Donc que ce musée d'ethnographie soit le point central et finalement pratique. Donc là, vous avez deux approches. Il justifie son approche de l'ethnographie, de la mise en place d'une ethnographie scientifique, par une approche tout à fait pragmatique. Mais cet article ne va pas paraître dans la Revue de Paris, on lui refuse en fait la publication, mais par contre, un de ses élèves va la diffuser au sein d'une autre revue qui s'appelle La Nature, donc c'est une revue de vulgarisation, et donc malgré tout, ce message commence à passer. Effectivement, l'ethnographie, indépendante de l'histoire naturelle de l'homme, indépendante donc du muséum, mais qui pourrait servir d'autant plus légitimement en étudiant les cultures, la mise en place du système colonial. Et finalement, celui qui obtient le poste et la succession de Amy, c'est bien évidemment René Vergnaud, donc fin du suspense. Et vous avez un autre acteur qui intervient à ce moment-là, qui est le co-directeur de la revue L'Anthropologie, qui est une des revues majeures à cette époque-là. Donc c'est un collègue du muséum, puisqu'il est titulaire de la chaire de paléontologie, et qui constate qu'effectivement, ce musée, il va falloir quand même que l'État s'en occupe. Et là aussi, c'est une sorte de cri d'alarme qu'il adresse à l'État, puisqu'il voit bien que son collègue a plein d'idées pour faire évoluer ce musée, mais pour cela, comme il dit, il est nécessaire que la Chambre accorde au musée d'ethnographie une subvention un peu plus large. Il est à espérer que le Parlement s'intéressera à son sort et qu'il mettra un terme à une situation humiliante pour notre amour-propre national. Donc vous voyez, et là il y a véritablement un état d'urgence aussi à soutenir ce musée d'ethnographie. Et donc l'arrivée d'un nouveau directeur pourrait être cette occasion de le refaire vivre. Alors on avait vu tout à l'heure que Chervin était aussi candidat pour la succession d'Amy, et en plus il y avait aussi des tensions entre Vergnaud et et Chervin. Et là c'est ce que vous voyez justement dans un des articles de l'Homme préhistorique, puisqu'il souligne que finalement, Vergnaud, en obtenant ce poste de directeur du musée d'ethnographie,
va combiner pas mal de fonctions, puisqu'il devra être aussi bien l'assistant de Ami à la chaire d'anthropologie, au laboratoire, au musée d'anthropologie. Il sera aussi professeur à l'école d'anthropologie. Donc finalement, c'est le don d'ubiquité qu'il lui faut. C'est-à-dire qu'on vient de nommer quelqu'un qui, a priori, n'a pas forcément le temps nécessaire pour s'occuper du musée. Donc là, c'est un pavé dans la mare que lance Chervin, et en plus, il l'accentue en disant que c'était déjà le cas avec Ami. Donc vous voyez, là, ça c'est le côté reproche immédiat. Mais on pourrait croire effectivement que devant cette victoire des tenants de l'anthropologie naturaliste, que les ethnographes décident de baisser pavillon, mais en fait pas du tout. Donc Van Gennep et Mauss vont continuer à entreprendre, comme ils le disent finalement, les politiques pour essayer d'avoir une cause qui pourrait être défendue cette fois directement par les députés. Et finalement, ce qu'ils décident de faire, comme ils le disent, c'est une propagande de proche en proche. Donc Van Gennep essaye de son côté, pendant que Mauss en fera autant. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est peut-être de moins se mettre en avant eux, mais qu'au moins un de leurs élèves puisse bénéficier de ce poste. Et là, ils envisagent que ce soit Beuchat ou Bianconi, donc deux de leurs élèves. Et bien évidemment, là, ils nous dépeignent leur adversaire en disant que ce sont des anthropologistes difficiles qui n'aspirent qu'au repos si bien payé. Donc vous voyez que la vision de Chervin, on la retrouve aussi chez les ethnographes. En fait, le poids de Vergnaud va prendre encore de l'ampleur aussi à la mort d'Amy. C'est-à-dire qu'à la mort d'Amy, il devient aussi le titulaire de la chaire d'anthropologie. C'est-à-dire qu'il est déjà directeur du musée d'ethnographie et en plus, lui incombe les tâches qui revenaient autrefois àAmy. Donc, effectivement, comme le disait Chervin tout à l'heure, il y a ce côté trust de toutes les grandes institutions françaises concernant l'anthropologie. Et on voit aussi émerger la figure, donc, puisqueAmy disparaît, Vergnaud prend sa place, et finalement c'est Paul Rivet qui prend la place de Vergnaud. Donc une figure qui apparaît maintenant et que l'on va voir un peu plus tard. En fait, en 1913, c'est surtout l'affrontement véritable entre les tenants de l'ethnographie et les tenants d'une ethnographie qui est secondaire, qui est annexe par rapport à l'anthropologie naturaliste. Et elle est lancée en 1913 par Mauss, qui écrit l'ethnographie en France et à l'étranger, et qui est finalement un plaidoyer pour faire une nouvelle façon de faire en tout cas de l'ethnographie. Et là, c'est ce que vous voyez dans les premières lignes. L'ethnographie, la description des peuples dits primitifs, est une science d'ancienne date en France. Donc là aussi, on cherche une légitimité. Donc effectivement, c'est un procédé assez courant, et on l'a fait remonter très loin, puisqu'on l'a fait remonter à Montaigne, à TV, donc au Cosmographe. Donc là, on est véritablement sur une stratégie d'envoyer ce texte tant à la presse communiste de l'époque, à la presse parce qu'effectivement, du coup, on a également le public qui est mis à témoin, un public d'érudits, et finalement, ce texte, lui, est publié, et à partir de là, on sent bien que finalement, cette ethnographie qui pourrait rendre des services au gouvernement colonial intéresse de plus en plus de monde et de plus en plus soutenu, et finalement, c'est un véritable affrontement en coulisses pour savoir qui aura la charge de ce musée d'ethnographie. Mais comme on est en 1913, malheureusement en 1914 tout est remis en cause, d'autant plus que finalement les gens qui composaient l'équipe de Marcel Mauss sont quasiment tous décimés, donc il doit remonter la sociologie française, l'année sociologique, et recréer toute une équipe. Donc du coup, on va dire que la tête et la direction du musée d'ethnographie devient secondaire. En même temps, on pourrait croire donc que Vergnaud ressort vainqueur, mais Vergnaud doit gérer une situation queAmy avait connue autrefois, c'est-à-dire un musée d'ethnographie sans moyens, et finalement il se retrouve dans la même situation. Alors il essaye, comme il dit, de sauver le musée du naufrage, notamment en voulant créer un lien avec le Muséum d'histoire naturelle, justement un lien institutionnel entre ces deux institutions, mais ça ne se fait pas. Donc finalement, le marasme continue, et il continue jusqu'en 1928. En 1928, là, voilà, de nouveaux acteurs apparaissent, et vous voyez que cette fois, le trait n'est plus en pointillé, mais en continu. Parce qu'effectivement, il commence à se passer à la fin des années 20 un remaniement des institutions anthropologiques en France, et notamment en 1925, vous avez l'association
Alors l'association d'un philosophe, tout d'abord, donc Lucien Livet-Brul, et vous avez l'association de celui qu'on connaît, le sociologue Marcel Mauss, et vous avez un anthropologue qui est du Muséum, donc vous avez Paul Rivet. Donc là aussi, ce qui est surprenant, c'est que finalement Marcel Mauss, qui affrontait les anthropologues du Muséum pour obtenir la tête du musée d'ethnographie, finalement s'accorde avec Paul Rivet pour monter un programme de formation, un institut d'ethnologie donc, qui a pour ambition avant tout de rendre professionnelle l'ethnographie. Et cet institut est soutenu par le ministère des colonies. Donc il finançait. Donc vous voyez que finalement, la vision qu'avait Mauss commence aussi à se concrétiser. Et là, ce qui paraissait impossible 10 années auparavant, c'est-à-dire on a vu l'affrontement qu'il y a eu entre Vergnaud et Mauss, devient possible avec la figure de Paul Rivet, qui est une figure assez particulière. Effectivement, c'est un anthropologue, un médecin, dans la lignée de ceux qu'on a vus avant, avec Vergnaud, avec Ami, mais lui s'intéresse vraiment à l'ethnographie, et il a compris effectivement que l'ethnographie pouvait apporter beaucoup d'éléments que ne peuvent pas apporter l'anthropologie physique, et qu'il fallait ajouter à cela aussi la linguistique. Donc finalement, il revenait aux racines, en quelque sorte, de l'anthropologie naturaliste, avec une vision tout à fait synthétique. Donc en 1928, vous avez finalement l'affrontement, encore un affrontement, pour savoir quelle vision serait la bonne autour de l'anthropologie au Muséum surnaturel. Donc vous avez 2 candidats pour le poste de directeur, puisque donc c'est la succession de Vergnaud cette fois. Donc vous avez la candidature de Rivet, donc je viens d'en parler, c'est plutôt une anthropologie qui se veut synthétique et qui reprend en quelque sorte l'héritage de Quatrefages, qui revient surtout à l'anthropologie de Quatrefages. Et vous avez Henri-Victor Valois. Alors Henri-Victor Valois, lui, il est soutenu par des gens comme Marcelin Boule, donc on en a vu tout à l'heure déjà, qui est le responsable de la chaire de paléontologie, ou Raoul Antoni, qui est lui responsable de la chaire d'anatomie comparée. Donc vous voyez, des grands professeurs au Muséum et qui ont un point important sur l'anthropologie en France. Et donc Valois, la vision qu'il défend, lui, c'est au contraire de prendre conscience de la division des sciences, et à partir de là, de trouver la légitimité de l'anthropologie propre au muséum dans les institutions anthropologiques françaises. Et pour eux, le muséum doit avant tout se limiter à ce qu'il maîtrise le mieux, c'est-à-dire l'anatomie, là où il est le plus légitime finalement. Donc, il prend en compte l'aspect dissociation et morcellement des sciences, ou spécialisation plus justement dit. Donc l'ethnographie ne ferait plus partie du tout de l'anthropologie envisagée au muséum, alors que chez Rivet, c'est tout l'inverse. On reprend effectivement le programme de Quatrefages et à la limite, on le renforce et on le concrétise. Mais en 1928, c'est donc Paul Rivet qui, après un rude combat, va obtenir ce poste. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est que, bien évidemment, se pose la question du musée d'ethnographie. C'est-à-dire, il est directeur de la chaire d'anthropologie, mais la tradition veut que le directeur de la chaire d'anthropologie soit aussi le directeur du musée d'ethnographie. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un lien officiel entre les 2 institutions. Et finalement, c'est lui qui l'impose, et c'est lui qui le crée. Et comme en plus c'est un homme politique avec un réseau politique très important, il va aussi obtenir les financements pour refaire entièrement ce musée. Donc là, vous voyez simplement quelques aspects au niveau architectural, puisque c'est tout le bâtiment qu'on remanie, notamment la galerie circulaire. Donc la galerie circulaire, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure sur le plan qui entourait la salle des spectacles, qui n'était pas du tout vitrée, donc qui ne permettait pas forcément d'être opérationnel pour faire des expositions ou même pour des réserves. Donc tout ça est configuré véritablement pour devenir en quelque sorte un véritable musée moderne. Bien évidemment, tout cela aussi arrive à un moment où finalement le discours colonial revient en force, donc, puisque en 1931, c'est l'exposition internationale coloniale, donc qui se passe à la Porte Dorée. Donc là aussi, avec ce palais permanent des colonies, vous avez une division du patrimoine qui commence, c'est-à-dire que là, vous avez un musée qui est consacré entièrement finalement aux Français, certes, mais aux Français qui viennent des colonies. Donc là, on avait vu déjà tout à l'heure qu'on avait tendance à vouloir séparer ce qui venait d'être uni au Trocadéro, à savoir les populations venant de la France métropolitaine et les autres populations à travers le monde. C'est ce qu'on voyait déjà avec le projet de Landrin tout à l'heure en 1889.
Et là, vous voyez que se crée un patrimoine particulier pour les colonies. Le deuxième acteur majeur de la rénovation du musée d'ethnographie, je dirais même de la réinvention du musée d'ethnographie, c'est Georges-Henri Rivière, que vous voyez là-haut, voilà, avec Madame Becker. Donc, et lui, c'est vraiment l'acteur de la rénovation, mais muséographique cette fois. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il supprime des salles les anciens mannequins que l'on avait vus tout à l'heure. Et finalement, on essaye de ne plus singer la réalité et de partir sur une ethnographie qui serait didactique tout en étant pédagogique. Et il va même participer à l'élaboration de plans de vitrines, donc c'est ce que vous voyez ici. Et finalement, très vite, il va reconfigurer entièrement le musée, suivant des partis pris muséographiques qu'il retrouve dans d'autres musées. En fait, il s'inspire d'autres musées, il fait le tour un petit peu des musées, de toutes les solutions qui sont employées pour les mettre au Trocadéro. Donc vous voyez l'évolution de la muséographie. En 1882, effectivement, nous avions les fonctions de conservation et de présentation qui étaient un peu cumulées, à la manière de ce qu'on avait vu tout à l'heure au muséum. En 1910, on commence à essayer de sélectionner, mais comme on manque de place, puisqu'il n'y a pas forcément les réserves, on est obligé malgré tout de mettre quand même beaucoup d'objets dans les salles. En 1934, là par contre, vu que l'espace est réaménagé entièrement, que l'on a pu faire des réserves, le principe de la sélection fonctionne et on a en plus un nouveau mobilier qui permet de faire une scénographie complètement différente avec cette présentation calibrée autour de nouvelles vitrines. Alors le musée d'ethnographie réinventé donc, par Paul Rivet et Georges-Henri Rivière comporte aussi de nouveaux domaines comme l'ethnomusicologie, c'est ce que vous avez ici. Donc là, c'est l'aspect novateur, entre guillemets, ce sont des nouvelles sciences qu'on présente. Au musée d'ethnographie aussi, ce qui est présenté, vous avez ici l'abbé Breuil et vous avez Harper Kelley, c'est aussi la préhistoire. Donc vous voyez, cette ethnographie, c'est une ethnographie au sens un peu plus large que ce que l'on entendait tout à l'heure. Donc la préhistoire aussi arrive au musée d'ethnographie. Donc là aussi, c'est une science qui a besoin de se montrer, qui n'est pas présentée concrètement dans les expositions. Donc, qui arrive au Trocadéro. Donc d'un côté, vous avez ce musée scientifique qui présente de manière pédagogique ces objets, et de l'autre côté, vous avez aussi, pour séduire finalement les visiteurs, vous avez la salle du Trésor qui se met en place à partir de 1932, au même moment où on fait cette exposition sur les bronzes ivoires du Bénin. Donc c'est aussi l'aspect esthétique, c'est-à-dire que normalement ce musée d'ethnographie doit représenter la vision scientifique, et se faire, donc ne pas être un musée en concurrence avec les musées d'art, mais finalement, il incorpore aussi cette donnée. Et là c'est l'ambition qui est derrière ça, c'est finalement de donner la même valeur à tous les peuples. C'est encore une fois, là, c'est qui est digne, qui peut faire de l'art, effectivement, ce sont tous les peuples. Donc l'entrée de l'art au musée d'ethnographie, c'est aussi un point de vue militant, en quelque sorte, par rapport à la diversité des cultures. Donc en 1933, on a un essai d'exposition qui se concrétise autour de Malvina Hoffman. Donc Malvina Hoffman, elle, c'est une artiste qui a travaillé avec Rodin, qui a été son élève, et qui propose de faire au musée d'ethnographie une exposition sur ses réalisations qu'elle a fait grandeur nature pour le musée de Chicago. Et là, elle présente au Trocadéro des réalisations au tiers de ces sculptures. Donc c'est pour magnifier finalement les races humaines. C'est une exposition sur les races humaines qui est prévue pour Chicago. Et elle fait le tour du monde pour trouver les types les plus purs des différentes races. Et là, c'est ce qu'elle expose au musée du Trocadéro. Ce sont les réductions de ces réalisations. Et ce qui est assez bizarre, c'est que le public critique énormément cette exposition. Autant les expositions d'art primitif ou dits d'art primitif fonctionnent très bien dans la presse, autant cette exposition ne fonctionne pas du tout. En fait, on reproche à cette exposition d'être, pour le coup, une exposition artistique. Donc là aussi, vous avez l'ambition de Rivet qui commence à poindre, puisque là, finalement, les races humaines, normalement, ne font pas partie de l'ethnographie. Donc c'est un essai qui préfigure déjà de ce que l'on verra au Musée de l'Homme. Mais là, ce que l'on voit, c'est que finalement, le substitut artistique ne fonctionne pas, puisque pour les journalistes et pour le public de l'époque, effectivement, ce musée doit présenter de manière scientifique les objets culturels. Donc pour eux, ça paraît déplacé de voir ces productions au sein du musée d'ethnographie.
Donc bien évidemment, un des acteurs majeurs aussi, mais qui ne sera jamais en poste au musée d'ethnographie, c'est Marcel Mauss. Et finalement, ce musée s'organise autour des préceptes de Marcel Mauss. Donc bien évidemment, ce que fait Paul Rivet, c'est qu'il transfigure ce qui existe déjà, il transpose finalement ce qui existe déjà au Muséum d'histoire naturelle, à savoir une chaire qui a des collections et qui a un enseignement et qui fait finalement de la vulgarisation en galerie. Donc il essaye de le transposer pour l'ethnographie. Donc du coup, c'est l'idée de musée-laboratoire. Mais l'idée de musée-laboratoire, c'est simplement faire au Trocadéro ce que l'on fait déjà au Jardin des Plantes depuis pas mal de temps. Donc vous avez l'aspect collection, donc on part forcément pour un musée-laboratoire. Ce qui est intéressant dans le musée-laboratoire, c'est la synergie entre les différentes fonctions du musée. Le musée, en gros, vous avez une fonction de conservation, vous avez une fonction de recherche et vous avez une fonction de diffusion. Et là, ce qui est intéressant pour le musée-laboratoire, c'est de faire fonctionner tout ça en synergie. Et effectivement, quand on est au musée d'ethnographie du Trocadéro dans les années 30, on part des collections du fonds existant, on fait de nouvelles collectes, c'est ce que vous voyez ici, avec notamment la mission Dakar Djibouti qui a été très documentée, donc ça vous pourrez retrouver facilement des articles et des livres là-dessus. Marcel Mauss, en tant que professeur à l'école pratique des hautes études et à l'Institut d'ethnologie, lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est l'enseignement. L'enseignement, mais aussi le travail sur les collections, puisque finalement, on met en fiche quasiment le monde avec cette collecte d'objets. On peut aussi documenter grâce à la bibliothèque. Et une fois qu'on a fait ce travail finalement d'inventaire des collections, on réajuste les collections par des nouvelles missions. Les étudiants peuvent collaborer aussi à ces missions, peuvent aussi documenter les objets. Là, vous avez véritablement tout ce qu'il faut pour qu'ensuite on le présente au public. Et vous voyez que l'idée de musée-laboratoire, ça correspond à ça finalement, à toutes ces synergies qui aboutissent ensuite à la présentation au public. Donc de manière assez paradoxale, finalement, ce que l'on voit, c'est qu'au moment où se crée le lien entre le Muséum d'histoire naturelle et le Trocadéro, c'est là que le musée d'ethnographie du Trocadéro devient véritablement ethnographique au sens que nous on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'intéresse véritablement aux cultures des peuples. Mais ce musée d'ethnographie, finalement, il y aura une courte existence, puisque l'exposition internationale de 1937 va avoir lieu, et à partir de là, un concours architectural est lancé, et l'on doit transformer donc l'ancien palais du Trocadéro pour qu'il devienne le palais de Chaillot. Donc, du point de vue des gens qui travaillent au Trocadéro, on dit même que ça peut être qualifié de meurtre, parce qu'effectivement, en quelques années, ils avaient produit un musée tout à fait novateur, grâce aux idées de Georges-Henri Rivière, grâce aux appuis politiques aussi de Paul Rivet, donc le financement était là, et grâce finalement à une petite équipe de collaborateurs qui n'avaient pas forcément beaucoup d'espoir pour avoir un poste fixe, puisqu'à cette époque-là, là aussi, les professionnels de l'ethnographie étaient très peu nombreux. Donc il y avait aussi beaucoup de bénévoles qui travaillaient dans ce musée d'ethnographie, donc une petite équipe, et qui s'est donné corps et âme finalement pour faire vivre ce musée, pour le réinventer tout simplement, puisque ce musée il a connu une deuxième vie à partir du moment où Paul Rivet et Georges-Henri Rivière étaient là. Donc ce musée est mis à plat en quelque sorte pour refaire un nouveau palais. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ce qui disparaît, c'est ce musée d'ethnographie complètement dévolu à l'ethnographie. Mais le projet de Rivet, souvenez-vous, c'est de reprendre le programme synthétique, déjà défendu en son temps par Quatrefages, mais lui qu'il essaye de développer, de concrétiser cette fois. Donc lui, ce qu'il envisage, ce n'est pas de réimplanter un musée d'ethnographie au Palais de Chaillot, mais d'implanter un véritable musée anthropologique, et finalement, ça sera le musée de l'homme. Donc le musée de l'homme, en 1937, qui apparaît, et là aussi, le lien institutionnel entre le Trocadéro et le Jardin des Plantes. Donc 1937 aussi, ça correspond à un contexte assez particulier, donc après l'arrivée du Front populaire, qui a permis l'émergence, enfin la concrétisation définitive du musée de l'homme, qui était lancé à partir des années 30, on va dire, à partir de 32-33, les choses sont vraiment lancées par Paul Rivet. Donc 1937, c'est aussi Guernica, donc là aussi on voit que le contexte international est un peu délicat, et à l'intérieur c'est aussi une montée des xénophobies. Et finalement, ce musée de l'homme, on va le voir un peu plus loin, mais il est aussi le miroir quand même de son temps. Donc là, ce qui est envisagé par Paul Rivet, mais ce que reprend la presse généralement, c'est que voilà, on reprend le laboratoire d'anthropologie du muséum, sa galerie,
sa bibliothèque, et finalement on rajoute l'Institut d'ethnologie. Donc vous voyez, toutes les institutions auxquelles a contribué Paul Rivet se trouvent rassemblées au Trocadéro. Et les sociétés savantes aussi qu'il a fait émerger, comme la Société des Africanistes, comme la Société des Américanistes dont il était le directeur. Donc finalement, l'idée d'un musée de l'homme, c'est de tout centraliser au Trocadéro, aussi bien les collections que la documentation, et ensuite, effectivement, de faire apparaître au grand public tous les résultats et les travaux, c'est-à-dire par le biais d'une bibliothèque, par le biais aussi d'une photothèque, donc là aussi l'aspect moderne de l'image, puisque là aussi c'est un des premiers musées où il y a cette photothèque en France, donc le support de l'image, et bien évidemment l'exposition. Donc vous voyez la recherche en train de se faire et les expositions en parallèle. Alors en même temps, ce que ne dit pas Rivet, c'est que le musée de l'ethnographie, on ne le retrouve pas complètement au musée de l'homme, puisque le fonds de l'ethnographie régionale française va au musée qui a été créé par Jean Rivière, donc des arts et traditions populaires. Donc il se retrouve de l'autre côté du palais de Chaillot. Donc là, symboliquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on en a déjà parlé tout à l'heure, le musée d'ethnographie initialement se caractérisait par le rassemblement de toutes les cultures au sein d'un seul bâtiment. Et là, vous voyez que là, déjà, on commence à fractionner. C'est-à-dire que l'exotique, entre guillemets, qui est resté au Trocadéro, qui est resté aussi sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique et aussi sous la tutelle institutionnelle du Muséum d'histoire naturelle. Donc là, les exotiques restent au musée de l'homme. Par contre, les populations concernées par l'ethnographie française et métropolitaine va de l'autre côté, et là on change de tutelle, on est sur le ministère de la Culture. Donc symboliquement, on a déjà une séparation entre les ressortissants métropolitains et les autres. Deuxième conséquence aussi que l'on voit apparaître, mais là cette fois au muséum, c'est que finalement l'homme quitte le jardin des plantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on supprime toute la galerie d'anthropologie, où on supprime la paléontologie humaine au jardin des plantes, quelle trace de l'humain il reste dans les galeries? Plus aucune. Et justement, c'est ce qui fait dire à Marcellin Boule que cela, finalement, est une régression. À savoir que lui s'est battu pour justement mettre l'homme au sein de la nature, pour que ça soit présenté dans les galeries, pour que justement l'homme, là on le voit, en plus la galerie de paléontologie est une galerie qui est basée sur le concept de l'évolution, donc on voit que même si sur le dernier balcon qu'il est un petit peu au-dessus de la création, mais il apparaît en tout cas, il apparaît au sein de ces espèces. Alors que si on enlève tout cet ensemble, effectivement, l'homme disparaît de la nature. Et là, vous avez une dichotomie, on retrouve finalement une dichotomie proche, que l'on connaît dans le sens commun, entre l'homme et la nature. Et c'est ce que dénonce justement Marcellin Boule. Toujours est-il que le 20 juin 1938, effectivement, en grande pompe, on fait l'ouverture du musée de l'homme, donc avec Albert Lebrun, il y a 3 ministres, notamment Jean Zay, quand même, qui était le ministre de tutelle direct, Albert Sarraut, il y a aussi Georges Mandel. Donc là, c'est vraiment un événement aussi pour le monde des musées, puisque c'est aussi le moment où la presse étrangère en fait le musée le plus moderne du monde. Et effectivement, ce musée est très moderne, notamment par rapport aux autres musées français, puisqu'il incorpore des éléments qu'on ne connaissait pas jusque-là. C'est-à-dire que le hall du musée de l'homme était vraiment un lieu de séduction pour le visiteur, un lieu à la fois de rétention, donc on essayait de l'attirer et de le faire aller véritablement dans les galeries. Et vous aviez aussi quelque chose de très novateur que vous pouvez vérifier dans tous les musées aujourd'hui, c'est-à-dire un restaurant. Aujourd'hui, on appelle ça des PSC, c'est-à-dire c'est ce qui définit le projet scientifique et culturel. Et si vous n'avez pas de restaurant pour faire un nouveau musée, ça ne marchera pas. On vous dit tout de suite qu'il faut avoir cet élément-là. Et là, on est en 1938 et finalement, tous ces éléments sont déjà là. Vous avez le restaurant, vous avez la librairie et vous avez même aussi un espace où les gens peuvent rester, donc ils n'ont pas encore acheté de billets, et ils peuvent consulter des livres, puis se reposer tout simplement, être présents dans le musée. Et vous avez aussi quelque chose qui est très novateur, c'est la salle de cinéma. Donc voilà, ce musée de 1938, il est effectivement très novateur sur ces aspects-là, sur l'accueil du public finalement. Et ce qu'il propose, c'est de faire le tour du monde en 2 heures. C'est ce que vous voyez sur l'affiche. Et là, on en reparlera un peu plus loin, justement, de ça. Donc, ce qui est présenté au Musée de l'Homme, effectivement, c'est le projet de cette science défendue par Rivet, à savoir l'ethnologie. Donc, une science qui s'intéresse aussi bien aux races,
aux langues, aux techniques, à l'organisation sociale et donc aux religions. Et là, on voit aussi que les mots qui sont accolés à ces termes, c'est les modes de vie traditionnels, les religions disparues ou encore vivantes. Donc, est-ce qu'on fait vraiment le tour du monde actuel alors que finalement, ce que l'on voit et ce qui sera visible, c'est peut-être un monde plutôt qui disparaît. Donc, en tout cas, ce qui est présenté, c'est quelque chose d'uni, une science de synthèse en quelque sorte, l'ethnologie, que l'on voit aussi, alors là, avec un support assez novateur pour l'époque, puisque c'est un carnet qui se lit en 3 dimensions. Vous voyez, là, avec les lunettes, vous ouvrez, et là, vous voyez les anaglyphes. Donc ça, c'est pour l'aspect visible, c'est ce qu'on présente au public. Après, dans les couloirs, on voit que cette ethnologie est déjà un petit peu divisée, c'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui s'occupent de l'anthropologie, de l'ethnologie musicale, de l'ethnologie préhistorique, donc c'est la préhistoire, et ensuite on retrouve un découpage géographique comme on pouvait le retrouver. Donc ça, c'est pour les départements, c'est pour aller en fait dans les bureaux. Mais donc vous voyez bien qu'il y a un léger décalage entre cette ethnologie qu'on nous présente comme unifiée et finalement les coulisses du musée, où on voit que les bureaux correspondent finalement spatialement à une division des tâches. Donc ce musée de l'homme, il a 2 grandes sections. Il a une section anthropologique, ce que vous voyez au-dessus, et une section dite ethnographique, qui a longtemps formé justement l'image du musée, puisque c'était à peu près 80% de la surface qui était occupée par les collections ethnographiques. Je ne sais pas, au niveau du temps, c'est bon pour vous ? Donc on va revenir plus spécialement sur la galerie d'anthropologie. En fait, la galerie d'anthropologie, elle se subdivise en 2 ensembles. Alors dans le premier ensemble que vous voyez ici, en fait, Rivet essaye de faire comprendre au public comment on détermine les races. Et là, ce que vous avez à partir de ces vitrines qui présentent les squelettes complets, c'est une sorte de classification naturaliste des peuples. Donc on va voir ça peut-être un peu plus en détail, voilà. Donc en fait, dès qu'on rentre au musée de l'homme, et on aborde directement la section anthropologie, et là aussi, ce qui est intéressant, c'est l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que la première chose que vous voyez, ce sont des cartes comme ça, qui vous présentent. La première concerne les races humaines, et ensuite vous pouvez voir, en les comparant, que les cartes ne se superposent pas par rapport aux langues, par rapport aux peuples. Donc l'idée qui est sous-jacente à ces cartes, c'est de faire comprendre aux visiteurs que quand on parle de race, on l'assimile souvent au peuple, parfois aux langues, mais que ces mots n'ont pas la même réalité. Donc là, ce qu'il essaye de faire comprendre aux gens, dès l'entrée du musée, c'est finalement que ce qu'ils pensent savoir des races, ce n'est pas forcément ça pour un scientifique. Et finalement, toute cette première section de la galerie d'anthropologie sert à montrer au public comment le scientifique détermine une race. Et là, vous avez notamment donc, la trousse anthropométrique, ici. Donc bien évidemment, ce sont avant tout des critères anatomiques qui sont pris en compte, comme la forme du crâne. Mais ce qu'essaye de faire comprendre Paul Rivet, c'est que quand on parle de race dans le sens commun, bien souvent, ce n'est pas du tout le même sens pour l'anthropologue. L'anthropologue, lui, essaye de faire ça à partir de critères tout à fait objectifs et surtout de critères tout à fait complexes et combinés. Il essaye aussi de montrer à partir de la vitrine sur les déformations artificielles, c'est celle que vous voyez ici, qu'on ne peut pas non plus simplement se fier à ce qui est visible, c'est-à-dire à la forme du crâne, puisque parfois les crânes peuvent être déformés culturellement. Donc là aussi, quand même, ce qui est sous-entendu, c'est que pour parler de race objectivement, il faut être scientifique et donc il faut être un anthropologue. Ceux qui parlent de race et d'une manière en plus dans un sens idéologique ne savent pas en gros de quoi ils parlent. Donc c'est en ce sens-là aussi où tout à l'heure je disais que le musée de l'homme correspondait à une vision, a été un miroir de son temps, mais c'est aussi une vision militante de la part de Rivet, que l'on avait déjà vu au musée d'ethnographie, à savoir effectivement une même dignité pour tous les peuples. Donc c'est ce qu'on voyait à travers notamment la mise en place d'expositions sur l'art et le même traitement finalement pour toutes les cultures. Mais c'est ce que l'on voit aussi autour du nouveau musée de l'homme. Là, l'enjeu, c'est de définir scientifiquement ce que c'est la race en 1938 et de dire, voilà, ça c'est notre concept scientifique. Oubliez tout ce que vous entendez par ailleurs, voilà ce que nous, en tant que scientifiques, on entend par race. Et vous voyez que finalement, il n'y a pas de classification, il n'y a pas fondamentalement de hiérarchie. Pourtant, et c'est là un petit peu le problème, c'est que le musée de l'homme, donc on a dit que cette galerie d'anthropologie comporte une partie où on définit le métier d'anthropologue physique finalement,
et une autre partie où on fait une présentation des races fossiles et actuelles. Donc on est sur une classification assez linéaire, déjà due à l'architecture même du palais. Mais donc là, on présente les races véritablement. Donc là, on est dans l'héritage du muséum, c'est-à-dire qu'on est effectivement l'homme et la nature, puisque l'anthropologie, initialement, c'était l'homme par rapport aux autres espèces. Au XIXe siècle, c'était véritablement ça. Après, l'ethnologie, on va dire que c'était le rapport entre les races, entre elles. Et là, on est un peu dans ce cadre. Donc là, on a finalement une vision où on voit qu'effectivement, c'est une seule espèce, c'est l'espèce humaine, il n'y en a qu'une. Donc là, c'est le côté monogéniste, la tradition aussi du muséum. Et de fil en aiguille, comme ça, on passe devant les races les plus anciennes, donc la race de Cro-Magnon, la race de Grimaldi, la race de Chancelade. Mais ce qu'il y a dans les descriptions, et là aussi c'est ce qu'il faut un petit peu décrypter, puisque au premier abord, on aborde ces grandes vitrines qui présentent des races individuellement, mais quand on lit les textes, on s'aperçoit qu'effectivement la race de Cro-Magnon correspond à l'homme blanc d'aujourd'hui, la race de Grimaldi, c'est ce que j'ai mis ici, correspond au négroïde. Donc voilà, la couleur noire existait déjà dès la préhistoire. Et là, j'avais pas la place de la mettre, mais la race de Chancelade, on va dire que dans les textes que c'est comparable aux Esquimaux de l'époque, donc aux Inuits. Donc finalement, vous avez les trois rameaux supposés de l'humanité entre le blanc, le jaune et le noir, qui dès la préhistoire habitent dans des régions quand même assez similaires. Et le sous-entendu, le message que veut faire passer Rivet à travers ça, c'est que finalement, ces populations noires de peau jaune et blanche, a priori, elles se sont rencontrées et pourquoi pas métissées. Et c'est ce qui va développer en fait, notamment dans les vitrines qui sont un peu plus loin, qui abordent l'époque du néolithique, où là, effectivement, c'est les brassages de populations qui sont mis en avant. Donc là, vous voyez bien que finalement, cette idée de race, c'est d'autant moins une origine, on va dire, plus qu'un état à un moment donné d'une population, avec des caractéristiques anatomiques effectivement. Puisque là, vous voyez aussi, c'est un héritage du muséum, mais en fait, le traitement des races, c'est effectivement un traitement tout à fait naturaliste. À savoir qu'on montre d'abord son habitat, c'est ce que vous voyez dans ces petits textes ici. Donc voilà, c'est vraiment lapidaire comme commentaire, et une aire de répartition. Et on insiste effectivement sur la forme du crâne, et quand on peut présenter les vrais crânes, c'est encore mieux. Et sinon, on a l'apport effectivement des images. Donc un aspect tout à fait didactique par rapport à ces races. Et après, après, on pourra peut-être en discuter aussi, mais ces races sont présentées effectivement, donc les races préhistoriques dans un premier temps, les races néolithiques. Ensuite, on passe à la race noire, à la race jaune, et on arrive enfin à la race blanche. Donc, effectivement, là-dessus, on pourra discuter, mais il faut vraiment prendre en compte que, effectivement, cette galerie, si on la regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on va la trouver un petit peu étrange. Mais pour l'époque, il y a quand même une ambition tout à fait antiraciste dans cette galerie, puisqu'elle insiste véritablement sur les métissages. Donc là, je n'ai pas pu vous présenter les textes qui parlent véritablement de ça. Ils sont très courts, en fait, c'est plutôt dans la description de chaque vitrine où c'est sous-entendu. Mais l'ambition de Rivet, c'était véritablement de dire que les races, finalement, c'est quelque chose qui est aussi en mouvement, qu'elle continue un petit peu à se faire. Et finalement, quand certains, par idéologie, parle de race pure, là on voit que finalement toutes les races dites actuelles ne sont que le résultat d'un mélange incessant, d'un brassage de populations. Donc il essaye de montrer que ce que la plupart des gens à cette époque entendent par race est finalement un discours complètement idéologique et que finalement ça ne tient pas la route au niveau scientifique. Et c'est vraiment l'ambition de Paul Rivet, c'est-à-dire de montrer par la science que le discours idéologique est complètement faux. Donc le falsifier, ce discours ethnologique. Et ce que vous avez donc effectivement dans les vitrines, c'est avant tout les documents scientifiques. Là aussi, c'est vraiment le scientifique qui fait de la science et qui démontre scientifiquement que le racisme n'a pas de base scientifique. Mais pourtant, on a quand même ce moulage, le moulage de la Vénus hottentote, qui vient du muséum. Et en fait, c'est le seul moulage qui est présenté, sinon ce sont vraiment que les crânes. Alors après, on peut effectivement supposer que, vu la renommée de ce moulage au muséum, c'est une sorte de concession de la part de Rivet qui le présente, mais il le présente aussi avec le squelette complet. Donc là, retenons simplement que c'est le seul élément fait véritablement en dehors des squelettes qui sont présentés.
Donc vous voyez une présentation qui s'écarte véritablement de ce qui se faisait autrefois au muséum, où là, vous aviez ces grandes armoires vitrées, où on présentait des lignées de crânes et d'ossements, de tibias, etc. Et aussi ces sculptures ethnographiques donc, qui étaient réalisées spécialement justement pour ces galeries et pour la définition des races. Donc là, ce qui est privilégié par Rivet, c'est avant tout l'élément scientifique véritable. Donc là, 10 minutes, ouais, d'accord. La même démarche est employée en fait en ethnographie. En ethnographie, même si Georges-Henri Rivière est parti fonder le musée des ATP, on reprend les grands principes qu'il avait déjà développés. C'est-à-dire, même vous voyez le mobilier avec cet éclairage extérieur, il est tellement caractéristique du musée de l'Homme, mais il était déjà caractéristique du musée d'ethnographie. Donc là, on pousse encore plus loin ce qu'avait déjà fait Georges-Henri Rivière, et on décide de manière encore une fois très novatrice de diviser l'espace. Si vous connaissez, enfin, si vous vous souvenez de l'ancien musée, c'est un long couloir quand même, le musée de l'Homme. Et en fait, le côté fenêtre est consacré à une visite pour les plus pressés en quelque sorte. C'est la synthèse de tout ce qu'il faut savoir pour chaque partie du monde. Donc là aussi, le musée de l'Homme là, reprend la tradition du musée d'ethnographie, à savoir un découpage géographique. Vous avez l'Afrique, vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique, vous avez l'Océanie. Voilà, on repart, on n'est pas du tout dans un musée thématique comme aujourd'hui, justement. Le nouveau musée de l'Homme, lui, est thématique. Donc là, cet ancien musée de l'Homme, de manière très novatrice, il présente deux possibilités de parcours. Un parcours pour les plus pressés, avec ces vitrines de synthèse, et sur le côté, ces grandes vitrines qui sont ici, représentent finalement des vitrines de détail et d'analyse, où là, d'après la volonté de Rivet, c'était pour ceux qui avaient le plus de temps et qui pouvaient rentrer un peu plus dans les détails. Et ce que vous voyez aussi dans ces vitrines ethnographiques, ce sont aussi les crânes. Donc finalement, le lien entre la galerie d'anthropologie et les galeries d'ethnographie se fait par le concept de race, mine de rien. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être supprimé un peu plus tard du musée de l'Homme, après la guerre notamment. Mais initialement, justement, cette synthèse entre la diversité biologique et la diversité culturelle se fait par le concept de race. Donc ça, on pourra peut-être y revenir un peu plus, peut-être par des questions. Mais toujours est-il que ce nouveau musée de l'Homme reprend effectivement des codes vus par Georges-Henri Rivière, et chaque section, donc dès qu'on arrive dans une section géographique, vous avez une grande carte, et ensuite vous avez des descriptifs qui reprennent l'historique des populations, et ensuite on passe effectivement sur différentes techniques employées par les populations. Alors tout à l'heure, on a dit que ce musée de l'Homme disait de par ses affiches qu'on pouvait faire le tour du monde en 2 heures. Là, j'ai pris juste l'exemple de l'Amérique, mais l'Amérique, en fait, ne correspondait pas du tout, enfin, n'était pas une vision synchronique de l'Amérique qu'on pouvait voir dans les années 30, puisque, en fait, ce qui était visible, c'était avant tout l'archéologie. Donc là aussi, c'est que présentait le musée de l'Homme, c'était aussi un musée qui présentait finalement, qui reprenait cette idée d'archiver l'altérité de l'humanité. Donc avant tout, c'est quand même c'est presque ce qui pourrait préfigurer d'une manière un peu provocante le musée du Quai Branly. C'est ce qui est aussi en train de disparaître, ou ce qui a déjà disparu. Donc ce sont des civilisations qui existaient autrefois pour la plupart, et qui sont, au moment où on en parle en 1938, en train de changer. Donc voilà, là aussi, on a des sous-entendus sur ces populations. Effectivement, quand on regarde l'Amérique, il n'y a pas l'aspect colonisation, champ de coton avec l'arrivée des populations africaines et tout ça. Non, ça, ce n'est pas abordé. Ce n'est pas l'Amérique contemporaine qui est abordée, ce sont vraiment les origines véritablement des traditions locales. Donc c'est un peu différent par rapport à un musée d'ethnologie d'aujourd'hui. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1878, effectivement, on crée un musée d'ethnographie. Un musée d'ethnographie, en même temps, on a bien vu l'incertitude qu'il y avait autour de ce thème. Et que demandait à l'époque la communauté scientifique ? Elle demandait à ce qu'on crée un musée d'anthropologie. Un musée qui était finalement ouvert sur les débats qui intéressaient la communauté scientifique de l'époque, à savoir entre polygénisme et monogénisme. Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule espèce humaine ou plusieurs ? C'était autour finalement des origines de l'homme. Et assez bizarrement, ce musée qui pouvait comporter l'anthropologie d'une manière très large, quelque part, on le voit apparaître en 1937. En 1937, au moment où justement la spécialisation des sciences
veut qu'on sépare de plus en plus la préhistoire de l'histoire naturelle, l'ethnographie de l'histoire naturelle, et que finalement ces sciences relèvent de disciplines plus ou moins indépendantes les unes par rapport aux autres. Donc c'est en ce sens-là aussi où le Musée de l'Homme est une tentative pour rassembler autour du point central du Trocadéro des sciences qui sont en train de prendre leur autonomie les unes par rapport aux autres. Donc c'est un effort qui a été fait par Rivet, suivant une tradition du muséum, mais en même temps, est-ce que l'histoire a vérifié le fait qu'on puisse faire une science de synthèse? On pourra peut-être en débattre un peu plus tard, mais voilà, c'est aussi une des raisons du fait qu'on rénove le Musée de l'Homme aujourd'hui et qui est au centre finalement la définition de ce que doit être l'anthropologie au sein du muséum. Quelle est la légitimité du muséum à parler de l'homme et dans quel cadre? Puisque finalement il y a d'autres institutions, d'autres scientifiques, notamment là c'est le rapport entre les sciences humaines et les sciences de la nature finalement. Ce Musée de l'Homme, c'est aussi cette histoire-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Grenier. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Attendez, excusez-moi, monsieur, j'arrive avec le micro. Merci. Oui, la première question que je voudrais poser, c'est à Paris, nous avons beaucoup de musées, notamment le musée des arts et traditions populaires, le quai Branly, ne parlons pas du musée d'archéologie de Saint-Germain. Et alors, tous ces musées qui sont éparpillés, vous ne pensez pas que ce serait un obstacle pour la recherche pluridisciplinaire, justement ? Justement, en fait, ces musées sont nés à des époques très différentes et on peut même dire que certains sont les héritiers d'institutions comme le Musée de l'Homme. À savoir que le quai Branly, justement, c'est l'héritier, c'est le fils du Musée de l'Homme. Sauf que c'est un fils qui ne veut pas forcément reconnaître son père, puisque justement le musée du quai Branly n'est pas un musée laboratoire comme l'a été le Musée de l'Homme. Par rapport au musée de Saint-Germain, là aussi c'est une exposition universelle en 1867 qui le fait émerger, mais là on est vraiment dans l'histoire des sciences en quelque sorte, et finalement c'est aussi ça, c'est la légitimité est procurée par le musée, et donc ces musées apparaissent à des moments où se conjugue l'intérêt des scientifiques et aussi l'intérêt des politiques, parce que là vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on fait un musée, on répond aussi à une question politique. Le musée d'ethnographie, quand on le crée, il correspond à finalement le fait que les cultures que l'on colonialise sont bonnes pour le musée, c'est-à-dire qu'on va en faire autre chose, que les cultures qui sont en métropole dans les régions, on va les faire disparaître pour unifier la nation. À chaque fois qu'on crée un musée, on répond aussi et on veut faire passer un message très fort. Donc après, le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez cumuler plusieurs approches scientifiques, vous pouvez aborder un objet de différentes manières, mais après, c'est compliqué de faire dialoguer les gens autour de cet objet. Chacun a sa méthode, chacun a son point de vue. Et là, par exemple, au Musée de l'Homme, certains pouvaient penser qu'effectivement, le biologique pouvait en partie expliquer le culturel, en tout cas le déterminer, alors que pour les gens qui étaient plutôt de la tendance comme Marcel Mauss, etc., eux pensaient qu'un fait social pouvait être expliqué uniquement par un fait social. Donc après, c'est aussi, en fait, toute formation est une déformation dans cette histoire. Et donc, rassembler les gens au même endroit, c'est pas forcément les faire collaborer ensemble. Donc après, un musée pluridisciplinaire, justement, c'est tout l'enjeu du nouveau Musée de l'Homme. On va essayer de créer un musée pluridisciplinaire. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Merci. Attendez, j'arrive. Excusez-moi, madame, vous pouvez patienter? Merci. Qu'est-il advenu des collections d'ethnographie française qui étaient à la Porte Maillot, où il n'y avait jamais personne? Et alors certains ont dit que ça a été intégré à Marseille, enfin j'ai rien compris, tout ça c'est politique, enfin c'est à la limite scandaleux, mais voilà. Oui, effectivement, normalement elles sont incorporées au MUSEM, mais vous voyez de toute façon, cette histoire que l'on a racontée, c'est justement un morcellement des collections. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce musée d'ethnographie du Trocadéro, il avait un fond, et on a passé notre temps à le diviser. Sauf au moment de la création du Musée de l'Homme, vu que là, de manière, on va dire, assez bizarre quand on reprend l'histoire des musées, puisque depuis le 19e siècle, on avait des gros fonds et qu'on a plus ou moins segmenté pour en faire des musées spécialisés par époque, par genre, etc.
Et le musée de l'homme est contre cette logique. Et c'est en ce sens-là où il apparaît comme un ovni dans cette histoire, concrètement. Et le projet de Rivet, qui est de recoller des morceaux d'une science qui est déjà éparpillée, c'est un projet très ambitieux. Heureusement qu'il se retrouve soutenu finalement par les politiques qui comprennent que l'enjeu de ce musée, c'est aussi qu'on puisse le faire passer avec l'humanisme colonial qu'on veut présenter aussi, avec les mouvements antiracistes. En fait, c'est une utopie, hein, le musée de l'homme. Ce qu'on veut présenter, c'est que par rapport au monde qui est en train de se faire, donc on voit la montée des fascismes, la xénophobie en France, etc. En fait, ce qu'il présente, c'est que les races, elles sont toutes égales, et que finalement, on peut aller ensemble vers le progrès, en gros. La vision que propose le musée de l'homme, c'est quand même ça. C'est un ode à l'altérité, et c'est finalement contre la réalité concrète de cette époque. Donc là aussi, il y a un message politique derrière ça, et qui va justement dans le sens du gouvernement qui est en place. Donc là aussi, c'est la promotion d'un humanisme colonial, finalement, que vante ce musée de l'homme. Excusez-moi, on a sacrifié tout ce qui concernait la France. Pourquoi c'est à Marseille? Justement parce que c'est le musée de l'Europe, et dans l'Europe, il y a la France. Donc, oui. Mais alors justement, là, ça sera encore un autre débat, mais le MUCEM, initialement, là aussi, il naît effectivement à partir du moment où les arts premiers existent, où on décide de faire un musée sur les arts premiers. Et finalement, on décide dans un premier temps de rassembler 2 collections au Trocadéro, qui sont les collections du MAO, donc du musée d'art africain à la Porte Dorée, et les collections du laboratoire simplement d'ethnologie du musée de l'homme, c'est-à-dire que les collections de préhistoire, les collections d'anthropologie physique, on n'en tient pas compte pour ce musée. Elles peuvent rester dans les réserves de ce musée, mais en tout cas, elles n'apparaîtront pas dans les galeries permanentes. Donc par rapport à ça, on a effectivement un découpage et finalement des nouveaux musées qui peuvent exister du fait de ce découpage. Puisqu'à partir du moment où ce projet abandonne les collections, ne se sert pas des collections qui sont consacrées à la France, effectivement, à l'Europe, parce qu'il y avait des collections au laboratoire d'ethnologie qui concernaient l'Europe, c'est là où naît l'idée justement de faire un musée qui concerne l'Europe. Donc en plus, c'est encore pire que ça, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé de faire le MUCEM n'avaient pas forcément le fond sur l'Europe. Ils avaient effectivement le fond sur la France, sur ces régions qu'on a vues, ces régions métropolitaines, et qui dataient du 19e siècle. Et qu'on a essayé de faire évoluer, mais là, ça sera encore un autre débat, mais lui aussi, ce musée des ATP voulait être un musée laboratoire, combinant recherche et exposition. Et en fait, il a eu à peu près le même destin que le musée de l'homme. Ça aussi, l'idée d'un musée laboratoire, c'est une idée qui apparaît très, très noble et très dans la lignée de ce qui se fait au musée Homme d'histoire naturelle. Mais en même temps, ça sous-entend aussi une collecte en continu, ça sous-entend aussi des moyens pour le faire vivre. À partir du moment où ce musée n'a pas de moyens, c'est là que se pose le problème. Et aussi, la science, à partir du moment où le musée est rythmé par la science, donc ce sont des mouvements incessants. Donc là aussi, ça nécessite vraiment des budgets en continu. Or, les institutions, on a vu qu'elles ont des budgets au début. Après, c'est plus compliqué d'en avoir. Donc effectivement, que devient ce fonds? Il est au MUCEM et après, il l'exploite. Attendez, excusez-moi, vous pouvez ne pas intervenir en même temps, s'il vous plaît? Voilà, parce qu'il y a la dame qui voudrait continuer ses commentaires, donc je vais venir, excusez-moi, avec le micro. Non, mais je sais pas, j'ai rien compris. Le musée du Quai Branly, c'est une imposture, parce que pour moi, les arts premiers, c'est Cro-Magnon. Le Mexique, c'était une civilisation. Les Incas, c'était une civilisation. C'était des civilisations non européennes, mais ce n'était pas des arts premiers. Donc, c'est une imposture. Enfin, je sais pas, disons que, encore une fois, le Quai Branly, de manière assez surprenante, a été fait à peu près pour les mêmes raisons que le musée de l'homme. Le Quai Branly, il est là pour présenter une altérité et pour magnifier l'altérité, comme le musée de l'homme en 1938. C'est la même ambition sociale, si vous voulez. Après, c'est pas la même ambition scientifique, ça c'est sûr. Après, le moyen employé, c'est les arts, et on va dire que c'est le plus courant. Quand on veut valoriser des populations,
on a l'argument de l'art. Et là, effectivement, dans la dénomination, ça pose problème. Et il y a eu un grand débat. À ce niveau-là, je ne sais pas si M. Langanet est toujours dans la salle, mais ça a été justement un des acteurs de ce débat, justement, qui remettait en cause ce parti pris sur cette même dénomination. Mais après, c'est aussi comment dénommer ces objets. On avait vu déjà que le terme d'art primitif avait été employé. Primitif par rapport à qui? Enfin voilà, on en revient toujours à la même chose, c'est sur comment dénommer ces collections et ces objets. Et vous voyez que ça même rebondit sur le musée en lui-même, puisqu'il n'a pas une appellation spécifique. Il s'appelle simplement par le lieu où il est, le quai Branly. Voilà, donc en fait, le problème que vous soulevez autour des objets, il est encore plus large, puisque finalement, on le voit au niveau de l'institution elle-même. Merci. Vous vouliez intervenir? Il a répondu. D'accord. Alors, attendez, il y a une dame qui voulait poser une question, mais j'arrive. Est-ce qu'il y a un lien entre le Musée de l'Homme et l'IPH, enfin, l'Institut de paléontologie humaine? Est-ce que... C'est des liens compliqués, puisqu'en fait, c'est un triangle avec le Muséum d'histoire naturelle. Mais on a vu, enfin, de manière très, très rapide, mais que Marcelin Boule, déjà, a été un des premiers directeurs aussi de cet Institut de paléontologie humaine. Donc lui, il était contre le musée de l'Homme. Après, on a vu aussi qu'il y avait l'abbé Breuil. Donc l'abbé Breuil, lui, par contre, il voulait qu'on valorise sa science, donc, à savoir la préhistoire. Or, le musée de l'Homme valorisait aussi la préhistoire. Donc à partir de là, c'était un allié de Paul Rivet. Mais les liens entre les deux institutions, c'était des collaborations, mais des collaborations, on va dire, plutôt interpersonnelles, de scientifique à scientifique, plus qu'un lien véritablement institutionnel. Donc, encore une fois, l'IPH, c'est une institution un petit peu étrange, puisqu'elle appartient à Monaco. Donc, en ce sens-là, c'est un peu complexe. Mais par contre, les directeurs qui étaient dedans, effectivement, appartenaient souvent au Muséum d'histoire naturelle, et donc il y avait des liens très forts avec le muséum, et aussi avec le musée de l'Homme, mais plutôt par le biais des chercheurs en eux-mêmes, plus qu'un lien institutionnel officiel. Merci. C'est l'Institut de paléontologie humaine. Il a été créé en 1910 par le prince de Monaco de l'époque. Et donc, il se trouve aujourd'hui, oui, voilà, exactement. Voilà. Oui, j'aurais deux petites questions. D'abord, une félicitation pour nous avoir montré que l'on peut dire beaucoup de bêtises sur des choses que l'on croit connaître à propos de la Vénus Hottentote, où je pense que vous avez bien montré que c'était... tout ce qu'on a dit, ce n'était pas dans la lignée du musée, si j'ai bien compris. Et puis la deuxième petite question, c'est que dans une conférence, il y avait la directrice du musée de la Croix et, je ne sais pas si on dit directeur, mais enfin, de la ménagerie. Et celui de la ménagerie disait qu'on venait à la ménagerie pour s'amuser et pas pour se cultiver, et qu'à Delacroix, on venait pour se cultiver, mais pas pour s'amuser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un musée du futur basé là-dessus? Et puis je me dis, si on chamboulait tout dans les musées parisiens et qu'on aille pour découvrir de l'art en ayant la surprise de découvrir des choses, par exemple une œuvre d'art moderne alors qu'on n'aime pas l'art moderne, ou une œuvre de Picasso alors qu'on n'aime pas Picasso, etc. Voilà. On va peut-être rester sur le musée de l'Homme, alors au Hottentote. La Vénus Hottentote, oui, exactement. Là aussi, c'est une histoire un petit peu complexe. Donc, comme on l'a dit, elle apparaissait dans cette galerie d'anthropologie. Cette galerie d'anthropologie qui aujourd'hui nous apparaîtrait raciste, alors qu'elle ne l'était pas pour l'époque. Elle était même militante antiraciste. En plus, elle a été faite par quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner à un moment de racisme, Paul Rivet, qui était vraiment un militant. Mais là, encore une fois, cette galerie, c'est l'acte d'un scientifique. Donc c'est certainement quelque chose qu'on a du mal à comprendre et à mesurer. Mais Paul Rivet, finalement, autant il pouvait être un militant à l'extérieur du musée, mais dans son musée, il était un scientifique. Et là, en fait, son point de vue, effectivement, c'est de partir de la science et d'expliquer à partir de la science que les races, finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre ces races. Et on peut montrer une classification, on peut présenter finalement une classification qu'on appelle racialiste, qui présente l'existence des races, mais dire que ces races sont toutes égales. Donc c'est la différence entre le racialisme et le racisme. Donc, et par rapport à la Vénus Hottentote, alors moi c'est mon hypothèse, c'est quand même assez étonnant que ce soit le seul moulage qui soit présenté dans cette galerie, alors que tout le reste est composé à partir des véritables documents scientifiques, donc c'est-à-dire les ossements ou les moulages quand on ne peut pas avoir ces ossements puisqu'ils sont dans d'autres musées, etc. Donc moi, mon hypothèse, c'est de dire que cette Vénus a eu tellement de succès
qu'il l'a fait avec, si vous voulez. Après, elle est partie en 1974 grâce à une personne qui se trouve juste là et qui a modifié et qui a fait finalement une révolution au Musée de l'Homme, parce que là on s'arrête à 1938, mais ce musée a eu toute une histoire et c'est justement l'objet du livre. Mais en 1974, notamment, ce qui se passe, c'est la refonte totale de cette galerie d'anthropologie. Et finalement, on passe de l'anthropologie physique à l'anthropologie génétique. Donc une autre approche complète de l'anthropologie, plus du tout les mêmes supports. Et là aussi, quand on parle d'un musée laboratoire, justement, c'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire que la science peut avoir ses révolutions. Et en même temps, il faut que le musée présente ses révolutions en même temps. Or là, est-ce qu'il y a eu un décalage ou pas entre finalement ce qui existait dans la science et ce qu'on voyait dans les galeries? Ça peut se discuter, mais effectivement, les classifications raciales après la guerre ont été fortement discutées par l'UNESCO, qui justement intimait finalement aux scientifiques le fait de montrer qu'il n'y avait qu'une seule humanité et que les classifications raciales, on pouvait peut-être s'en passer aujourd'hui. Donc il y avait aussi cet aspect-là, donc dès la fin de la guerre. Et le Musée de l'Homme, donc, lui, se réinvente au niveau de ses galeries en 1974 et par le biais d'un généticien. La tradition était l'anthropologie physique. Donc là aussi, il faut que tout ça puisse se faire.